Bienvenue au Dr William Davis. Pas de blé, pas de céréales, pas de sucre. Je pense que la plupart d'entre vous en sont convaincus. Les céréales sont des graines d'herbe. Et les humains n'ont pas la machine digestive pour les briser. Ni les racines, ni la tige, ni les graines. Vous savez que nous essayons de faire des aliments sains, faciles à préparer et délicieux. Mais sans gluten, ni produits laitiers, ni allergènes, ni sucre. En 2013, j'ai publié Grain Brain, qui souligne le rôle néfaste du gluten, des glucides et du sucre, à la fois en termes de santé globale et en particulier de santé cérébrale. Depuis 2010, des livres à succès ont commencé à diffuser le credo selon lequel le gluten, présent dans le blé, l'orge et le seigle, est un véritable poison. De nombreuses célébrités ont adopté un régime sans gluten et l'ont fait savoir à leurs fans. On dirait que vous êtes devenu un peu un militant. Ouais. Tout le monde. S'il vous plaît, pensez à faire un test d'intolérance alimentaire. Le gluten est bon, mais peut-être pas bon pour vous. La réaction ne tarda pas à arriver. Selon des statistiques récentes, jusqu'à 25% des adultes américains évitent le gluten dans leur alimentation. En Europe, de 8 à 15% de la population fait de même. Propulsé par un engouement sans précédent dans l'histoire humaine, le marché mondial du sans gluten a dépassé les 15 milliards d'euros en 2018 et progresse de façon exponentielle. Je mange sans gluten depuis 5 ans. Le médecin a dit que c'était bon pour ma santé. Si vous arrêtez de consommer du gluten, ça peut empêcher la chute des cheveux, ou votre intestin va mieux, ou même ça peut prévenir le cancer ou d'autres maladies. Mon partenaire a beaucoup d'allergies alimentaires. Le gluten, principalement. Et c'est agréable de venir ici et de savoir que tout est finalement sans gluten. Je comprends que c'est moins toxique pour votre digestion et que c'est nécessaire pour vous, pour les enfants et les jeunes enfants. J'ai l'impression d'avoir plus d'énergie avec le sans gluten. C'est un changement complet dans le régime alimentaire que j'ai choisi de faire. La mouvance du sans gluten est devenue une tendance, une sorte de mode ces dernières années. On parle beaucoup de cette sensibilité au gluten, mais un business qui se chiffre en milliards, basé sur cette prétendue maladie, doit être évalué de manière très critique. La diabolisation du gluten n'est-elle qu'une mode créée par le marketing? Ou alors le blé, aliment de base de notre civilisation, s'est-il transformé en poison? Le blé n'est-il plus le bon vieux grain que nous mangeons depuis 10 000 ans? Et s'il ne l'est plus, pourquoi? Depuis des temps immémoriaux, le blé fait partie des aliments de base de l'humanité. Il est le fondement même des premières civilisations. Mais de nos jours, pour un nombre croissant de personnes, il semble être devenu toxique. Jusqu'à 2,5% de la population mondiale souffre de la maladie cœliaque, une maladie très grave. Pour eux, le gluten, provenant de céréales aussi communes que le blé, l'orge et le seigle, mais aussi l'épeautre et le kamut, peut être mortel. De plus, une multitude croissante de personnes non cœliaques essaient activement d'éviter le gluten dans l'alimentation. Ils déplorent un éventail incroyable de symptômes, des problèmes gastro-intestinaux à la fatigue, du brouillard cérébral aux douleurs articulaires, ou pire. Entre les personnes allergiques au blé, la maladie cœliaque et la sensibilité au gluten, une épidémie mondiale silencieuse est en cours. En réalité, ce qui provoque ce tsunami soudain de cas de sensibilité à ces céréales reste inconnu. Comment se fait-il que tout d'un coup, tant d'individus ne puissent plus tolérer les grains hautement nutritifs du blé?
Des changements récents dans nos habitudes alimentaires ou notre mode de vie auraient-ils déclenché l'épidémie? Le gluten n'est pas présent en tant que tel dans les céréales. Il s'agit de l'un des premiers produits transformés de l'humanité, car il se forme en mélangeant de la farine avec de l'eau. En réalité, il n'y a pas de gluten à l'intérieur de la graine. Il existe deux classes de protéines appelées gliadines et gluténines. Les gluténines sont des bâtonnets, les gliadines sont des boules. Dès que j'ajoute de l'eau à la farine et que je commence à pétrir, donc de l'eau et de la force mécanique, que se passe-t-il? Les bâtons collent aux boules et vice-versa, comme une sorte de jeu, comme s'ils étaient magnétisés. C'est alors que se crée cette structure de protéines que l'on appelle le gluten. Le gluten est un magicien. Il est capable de piéger le dioxyde de carbone généré par la fermentation, ce qui ajoute du volume et de la légèreté au pain. De plus, en retenant les granules d'amidon de la farine, il rend les pâtes résistantes à la cuisson. Ces qualités ont fait du blé, première céréale en teneur de gluten, l'aliment le plus consommé au monde. Il fournit environ 20% des calories mondiales. Mais le gluten a deux faces, préviennent les scientifiques. Alessio Fasano est un gastro-entérologue du Massachusetts General Hospital et l'un des plus grands experts mondiaux de la maladie cœliaque. Le gluten est une protéine d'origine alimentaire. Il doit donc être digéré, comme nous le faisons avec toutes les autres protéines, pour utiliser ses sources nutritionnelles. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Nous sommes capables de le faire avec tout ce que nous mangeons, sauf avec une protéine, le gluten. Nous pouvons tout au plus le digérer en morceaux, mais pas complètement. Donc vous avez ces peptides non digérés. Cependant, la conséquence de l'ingestion de gluten pour les personnes en bonne santé est juste un ralentissement de la digestion. La maladie cœliaque a été observée pour la première fois au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais c'est seulement dans les années 60 que le gluten a été identifié comme coupable. Pour les cœliaques, une seule miette de pain peut déclencher une réaction immunitaire capable d'endommager les surfaces délicates de l'intestin grêle. Ici, nous avons des villosités intestinales parfaitement normales, avec ces merveilleuses ramifications, capables d'hydrolyser la plupart des aliments que nous ingérons sans donner de réaction particulière. Voyons maintenant les différents degrés de dommages intestinaux induits par la présence de gluten chez un sujet cœliaque. Ce signe d'infiltration est déjà le signal que le gluten a été reconnu et commence à provoquer une inflammation dans la région de l'épithélium intestinal. Si l'inflammation progresse, les villosités intestinales se réduisent jusqu'à disparaître. Les cœliaques deviennent alors incapables d'assimiler les nutriments. Les céréales sont entrées dans notre alimentation lorsque l'humanité a découvert l'agriculture et a commencé à cultiver du blé dans le croissant fertile du Moyen-Orient il y a 10 000 ans. La coopération entre l'humanité et le blé a été extrêmement fructueuse pour les deux partenaires. Chaque partie a évolué avec l'autre. Chaque partie a aidé l'autre à se reproduire et à se multiplier. Le broyage du blé pour obtenir de la farine est l'un des premiers actes de transformation de la nature. Le pain est sacré. Il est cité dans une prière chrétienne. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Sans pain, une bonne partie de l'humanité serait morte de faim. Le consommer serait-il une erreur de l'évolution, comme certains le croient? Le gluten est-il le poison produit par les herbes pour détruire leurs prédateurs humains? De nombreux produits alimentaires quotidiens contiennent des toxines naturelles comme mécanisme de défense. Le gluten est-il vraiment si différent et plus toxique? C'est là que réside la confusion.
La consommation de gluten ne sera toxique que pour très peu de gens. La grande majorité d'entre nous arrivera à se sortir de ce processus sans même en être conscient. Pourquoi? Parce qu'on n'atteint pas la dernière étape, l'inflammation qui crée une issue clinique défavorable. Partir du fait que le gluten fait ce genre de choses à notre système immunitaire et peut donc créer des problèmes, et en déduire que nous devons tous passer au sans gluten pour éviter l'extinction de l'espèce humaine, c'est vraiment une exagération. Comment savoir si j'ai la maladie cœliaque? Quels en sont les symptômes? Jusqu'à récemment, les causes de la maladie cœliaque n'étaient pas claires pour nous. Était-ce une réaction au gluten ou une sensibilité aux aliments? Maintenant, nous savons que c'est une maladie auto-immune. Les principaux symptômes sont des selles irrégulières, des douleurs abdominales, des ballonnements, une perte de poids. Cela a été pendant de nombreuses années notre compréhension du cadre clinique de la maladie cœliaque. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe un éventail de symptômes qui sortent du tractus gastro-intestinal, au point que la maladie est maintenant définie comme systémique. Aucun organe ou tissu de notre corps n'est épargné. En fait, nous savons que plus de 200 symptômes et problèmes cliniques peuvent être associés à la maladie, dont une cinquantaine sont assez fréquents. Cependant, il est conseillé de toujours rechercher la maladie cœliaque chez toute personne malade. C'est une recette avec au moins 2 ingrédients, une prédisposition génétique et un déclencheur environnemental qui provoque la réaction du système immunitaire en raison de sa susceptibilité génétique. Quelle est la spécificité génétique qui prédispose à la maladie cœliaque? À Naples, Luigi Greco et son équipe ont tenté de résoudre ce casse-tête. La réponse peut être trouvée dans la préhistoire. Partis de Mésopotamie, les agriculteurs et le blé se sont disséminés vers le nord. Les populations néolithiques du Proche-Orient ont découvert l'agriculture, tandis qu'en Europe, il y avait des chasseurs-cueilleurs. Bois, chasse, ils cueillaient. Ils cueillaient des racines et des tubercules, mais avaient un régime essentiellement carné. Ces populations avaient un système immunitaire qui les protégeait des maladies. Dans la pratique, ce sont les individus avec une fréquence plus élevée de ces gènes qui ont été sélectionnés. Les peuples du Mésolithique, n'étant pas adaptés à la gestion de cette nouvelle protéine, ont donc développé une pathologie. Les patients cœliaques seraient les reliques génétiques des indigènes européens dont les gènes ne se seraient pas adaptés au nouveau régime basé sur les céréales apportées par la population néolithique. Mais le nombre de personnes atteintes de la maladie cœliaque est aujourd'hui 4 fois plus élevé que dans les années 50. Des études épidémiologiques ont montré que la maladie augmente trop rapidement pour rendre une mutation génétique responsable de cette épidémie. Puisque les gènes seuls ne peuvent pas avoir provoqué cette augmentation, des facteurs liés à l'environnement doivent être en jeu. Qui plus est, une nouvelle affection semble être sortie de nulle part. La sensibilité non cœliaque au gluten. Il y a donc ce petit nouveau sur le bloc, la sensibilité non cœliaque au gluten ou sensibilité au gluten, dans laquelle vous n'avez pas de réponse auto-immune comme dans la maladie cœliaque. Vous n'avez pas de réponse allergique comme dans l'allergie au blé, mais vous avez une autre réponse immunitaire qui conduit à une inflammation sans endommager votre intestin et qui provoque des symptômes qui se superposent complètement à la maladie cœliaque. La sensibilité non cœliaque au gluten est entourée de mystères. Les scientifiques sont encore à la recherche d'un test pour la diagnostiquer. Même si elle est déclenchée par l'ingestion de céréales contenant du gluten, la substance qui la provoque n'a pas été identifiée avec certitude. Pourtant, un sondage récent de l'université de Sheffield a révélé que sur un échantillon de 1000 personnes, celles qui se déclarent sensibles au gluten ont augmenté de plus de 250% en 3 ans. La sensibilité autodéclarée au gluten était de 12,9% en 2012 contre 32,8% en 2015. Il ne peut pas s'agir d'autosuggestion. Un nombre grandissant de personnes se plaint de symptômes gastro-intestinaux et autres. Ces problèmes disparaissent quand elles ne mangent pas de gluten et réapparaissent quand elles en consomment.
Les gènes n'ont pas d'incidence sur cette question. Il doit forcément s'agir d'un déclencheur lié à l'environnement. Pourtant, le gluten n'est pas une nouveauté dans l'alimentation humaine. Est-ce la quantité de gluten dans le blé qui a augmenté dans la période où le nombre d'intolérants a explosé? Pour comprendre si le blé moderne est différent du blé que nous avons mangé pendant des siècles, nous rencontrons un des plus grands experts de céréales, Giovanni Dinelli, professeur d'agronomie à l'Université de Bologne. Ceux-ci sont des plants de blé dits anciens, datant d'avant la révolution agricole. Ils se démarquent car ce sont des plantes plus hautes que celles-ci, qui sont cultivées actuellement dans le monde entier. Pourquoi était-il nécessaire de réduire la taille des plants de blé? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les grandes multinationales chimiques doivent produire les deux éléments clés pour la fabrication des bombes. Le nitrate, qui est la base de tous les explosifs, et le phosphate, nécessaire aux bombes incendiaires. Toute l'industrie chimique travaille pour produire ces éléments. En Allemagne, aux États-Unis, au Japon. À la fin de la guerre, ces multinationales ont d'énormes quantités de nitrate et de phosphate dont elles ne savent pas quoi faire. Et une fois la guerre terminée, on ne fabrique plus de bombes. Ils pensent alors à les utiliser comme engrais. Miracle de la chimie, les produits pour fabriquer des bombes et des explosifs sont recyclés pour faire pousser de la nourriture. Ces éléments entrent alors dans l'agriculture. Mais que se passe-t-il? Beaucoup de plantes de l'époque, comme le blé ou le riz, dont les plants mesuraient près d'1,40 m de hauteur, ne répondent pas. Les anciennes variétés ne répondent pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais les fertiliser, au lieu de produire plus, elles produisent moins. Parce que cet engrais pénètre dans leur tige et la rend fragile. Lorsque l'épi commence à se former, son poids fait céder la tige, c'est-à-dire qu'elle tombe, et donc la production est perdue. Les premiers blés nains proviennent d'un programme génétique mené au CIMMYT, un institut fondé au Mexique, avec les capitaux privés de la Fondation Rockefeller. À la tête de ce programme se trouve Norman Borlaug, qui sera récompensé du prix Nobel de la paix en 1970. Il obtint les premières variétés naines, la Sonora 64 et d'autres variétés, qui représentent la base génétique de toutes les variétés actuelles. Voici de nouvelles variétés de blé mexicain qui sont en phase finale de test. Cela a été possible parce que durant la Seconde Guerre mondiale sont arrivés non seulement les engrais synthétiques, mais aussi les pesticides, qui n'existaient pas auparavant. Car évidemment, une variété naine n'est pas très compétitive contre les mauvaises herbes. Et donc, en plus de lui donner de l'engrais, il faut aussi utiliser un herbicide pour lutter contre les mauvaises herbes. La Révolution verte inaugure l'industrialisation de l'agriculture. Pour la première fois, des machines et des produits chimiques sont utilisés pour faire pousser nos aliments. Une nouvelle variété naine de blé sort d'un laboratoire de recherche. Mais la quantité de gluten a-t-elle augmenté dans les nouvelles variétés? Ici, le pourcentage de gluten total est d'environ 30%. Là, il varie de 15 à 25%. Les anciennes variétés contiennent donc plus de gluten. Mais sa qualité est différente. Contrairement à ce qu'on répète souvent, la quantité de gluten dans le blé moderne a chuté. Mais une autre qualité du blé a bien été renforcée. Imaginez le gluten comme un élastique. Le travail que je dois faire pour qu'il casse indique la force du gluten. Nous utilisons un paramètre appelé W, qui exprime en joules la force que je dois utiliser pour casser cette structure élastique. Les variétés anciennes de blé ont une ténacité qui varie entre 30 et 60 joules. La ténacité du gluten dans les variétés modernes varie entre 150 et 350 joules.
La différence est évidente si nous essayons de percer une pâte faite avec de la farine de blé moderne ou une pâte à base de farine d'un blé ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que le travail que je dois faire pour briser ce gluten-là est environ 5 à 7 fois plus important que le travail que je dois faire pour briser ce gluten-ci. Et il en est de même pour nos enzymes? Oui, c'est probablement le cas. Dans les études que nous menons, nous essayons de déterminer quel gluten est le mieux adapté pour avoir le moins d'impact sur nos intestins. Si la ténacité du gluten pose un défi à notre organisme, pourquoi ces variétés ont-elles été sélectionnées? Andrea Ferrara est un producteur de pâtes sicilien. Il fait partie d'une nouvelle mouvance d'artisans qui utilisent des variétés locales anciennes de blé pour fabriquer les pâtes. Sa réponse est très directe. Le blé moderne a un gluten plus tenace. Il est plus demandé par l'industrie car il facilite la transformation, raccourcit les temps de traitement et par conséquent fait gagner plus d'argent. La révolution verte visait à résoudre la faim dans le monde sans trop se soucier des effets sur les organismes. Pourtant, l'augmentation de la ténacité du gluten ne suffit pas à expliquer les intolérances. Des études ont démontré que pour les individus sains, ce gluten plus tenace ne fait que ralentir la digestion. Il doit y avoir d'autres déclencheurs pour expliquer l'épidémie d'intolérance au gluten. Serait-il possible que le déclencheur de la maladie, chez une personne qui a une prédisposition, soit la quantité totale de gluten qu'elle absorbe au cours de sa vie? Nous savons que la quantité de gluten dans le blé n'a pas augmenté. Mais mangeons-nous plus de pain, de pâtes ou de pizza qu'auparavant? Selon une étude du ministère de l'Agriculture des États-Unis, la quantité totale de gluten que nous consommons de toutes sources serait en fait moindre. Et pourtant, le pain que nous mangeons n'est plus le même que celui de nos ancêtres. Dans ce pain-là, les micro-organismes du levain prédigéraient en partie le gluten. Aujourd'hui, des boulangers sont en train de se tourner vers le passé. Typiquement, la durée de fermentation d'une pâte à pain aujourd'hui en France, c'est 2 heures. Ici, c'est 2 jours. 2 jours, pas 2 heures, 2 jours. Quand vous faites fermenter cette pâte 2 jours, le temps, la fermentation décompose la molécule de gluten en microparticules, rend le pain totalement digeste, même aux gens qui ont des intolérances. La grande majorité des personnes sensibles au gluten auraient un avantage certain à manger des produits fermentés longtemps avec du levain, c'est-à-dire avec des levures traditionnelles. Non seulement le gluten n'est plus prédigéré par la fermentation, mais il est aussi ajouté à de nombreux produits de boulangerie industrielle. Depuis 1977, son utilisation comme additif pour les produits de four a triplé aux États-Unis. Si on mange beaucoup de pain industriel, on consomme plus de gluten qu'on ne le croit. Mais il y a pire. Une étude a dévoilé que près de 30% des produits alimentaires de supermarchés contiennent du blé ou du gluten. Le blé est devenu un ingrédient omniprésent dans les produits transformés, même là où on s'y attend le moins. Ce qui est paradoxal, c'est que même si nous mangeons en moyenne moins de produits céréaliers, les personnes qui consomment des aliments transformés ingèrent à leur insu plus de gluten. Plusieurs éléments suggèrent qu'il faut se tourner du côté des processus industriels pour comprendre cette épidémie d'intolérance. Des données récentes diffusées par des associations renforcent ce soupçon et suggèrent une piste de recherche bien plus alarmante. On s'entend? Votre santé? On s'entend? Votre santé? Génération Future est une association basée à Paris qui mène des campagnes d'information sur les risques liés à la pollution chimique dans les aliments et dans l'environnement. Il y a des biens publics dans ce monde. Tout n'est pas marchandise, tout n'est pas finance. L'eau, c'est un bien public. L'alimentation, c'est un bien public. Nous avons rencontré son directeur dans les locaux de l'association.
On a échantillonné dans des grands magasins ici en France, des céréales de petit déjeuner, des pâtes, du pain, des produits à base de céréales, des légumineuses, pois, haricots, lentilles. Et effectivement, après avoir fait analyser ça par un labo agréé, on s'est aperçu qu'on en retrouvait dans une proportion importante de glyphosate dans des quantités variables, mais ça pouvait aller jusqu'à plusieurs milligrammes par kilo dans certaines légumineuses. Le glyphosate, produit phare de la marque Monsanto, intégré au groupe Bayer en 2018, reste l'herbicide le plus vendu. Génération Future n'a pas été la seule organisation à trouver du glyphosate dans les aliments industriels. En Allemagne, etc., on a vu qu'ils ont testé des bières. L'Institut pour l'environnement de Munich a détecté du glyphosate dans 14 marques de bières populaires en Allemagne. Le taux le plus élevé représentait 300 fois la limite légale pour le glyphosate dans l'eau potable. De plus, une étude a révélé que sur un échantillon de la population allemande, 99,6% avaient des traces de glyphosate dans leurs urines. Il y a une partie importante de la population qui est exposée à ces produits, ce qui finalement n'est pas une surprise puisque le glyphosate est la matière active de pesticides la plus utilisée au monde et en Europe également. Au fil des années, les tests révélant la présence de résidus de glyphosate dans les aliments se sont multipliés. À chaque fois qu'une association indépendante réalise des tests, on détecte du glyphosate. Partout, on trouve un peu les mêmes résultats avec toujours des produits alimentaires à base de céréales ou à base de légumineuses qui semblent être la voie de contamination des consommateurs la plus importante. Des traces de glyphosate ont été trouvées dans beaucoup de bières et dans des centaines de produits céréaliers. Comment un herbicide utilisé pour préparer le terrain et combattre les mauvaises herbes se trouve-t-il dans tant d'aliments à base de céréales? Granosalus, une association de protection des consommateurs qui regroupe aussi des petits agriculteurs du sud de l'Italie, a étudié les résidus chimiques des marques de pâtes les plus courantes. Elle a trouvé des traces de moisissure, un métal lourd, ainsi que des traces de glyphosate. L'organisation a décidé d'alerter l'opinion publique sur le danger pour la santé de ces blés de mauvaise qualité et d'importation douteuse. Ils font par ailleurs chuter les prix locaux du blé dur utilisé pour les pâtes. Un fermier sicilien, qui a dédié son énergie à faire ressurgir des qualités de blé ancien qu'on croyait perdues, témoigne du désarroi des petits exploitants. En Sicile, en l'espace de 100 ans, nous avons perdu 1 million d'hectares de capacité de production. Tout est abandonné. Plus personne ne reste à la campagne. C'est le temps de la moisson en Sicile. Près de la côte, 2 cargos étrangers entrent dans un port sicilien. Un agriculteur filme leur arrivée. Ils sont chargés de blé dur pour la fabrication de pâtes. Le blé bon marché importé au moment de la récolte fera baisser les prix localement. Une très faible valeur est accordée à la matière première. Qu'il s'agisse de fruits, de blé ou d'animaux, tout ne dépasse jamais 15 ou 30 cents au kilo. Il y a des zones de production où l'on produit à moindre coût, où il n'y a pas de règles sur l'utilisation des herbicides. Il est évident qu'ils peuvent proposer des produits moins chers. Le blé sur les cargos est contaminé par le glyphosate, accusent les agriculteurs locaux, qui réclament des contrôles plus stricts. Mélangé avec du blé local, cependant, ce blé peut être utilisé pour faire des pâtes portant le label « Made in Italy ». L'Italie est le premier pays producteur de pâtes au monde. Il est donc clair qu'il y a un intérêt derrière cela. Mais notre production nationale de blé dur est insuffisante. Donc chaque année, nous devons importer de 30 à 35% de nos besoins en blé dur. La production de blé dur s'est toujours très bien adaptée à l'environnement méditerranéen dans son ensemble. C'est une plante qui a besoin de chaleur. Le blé dur est traditionnellement cultivé dans des climats chauds. Mais récemment, les choses ont changé. Des pays froids en sont devenus les plus gros producteurs.
Le Canada est de loin le premier producteur. Depuis les années 2000, de nouveaux grands acteurs, surtout le Canada et l'Ukraine, sont entrés sur le marché global du blé dur. Comment le Canada a-t-il pu devenir le plus grand producteur de blé dur au monde et être, avec l'Ukraine, l'un des principaux exportateurs de cette céréale, jadis mûrie au soleil? Un type d'agriculture qui permet de cultiver en dehors des zones typiques de production a vu le jour. Avec les produits chimiques, vous pouvez cultiver dans des environnements plus humides, comme la vallée du Pô, le nord des États-Unis ou le Canada. Un système industriel nécessite des fournisseurs uniques. Il privilégie des fermes de 1000 à 1500 hectares, parce que c'est plus facile, parce que le système va vers la simplification, et il ne veut pas traiter avec beaucoup de petits agriculteurs. La question que nos décideurs devraient se poser est « Dans quelle direction voulons-nous aller ?» Parce qu'avec le système en place, nous ne pouvons pas rivaliser. J'ai visité une exploitation du sud du Brésil qui produit du soja et du maïs. Il s'agit d'une entreprise de 40 000 hectares. C'est aussi grand que la moitié de la province de Bologne. Elle est gérée par 4 personnes, avec des hélicoptères. Tout est géré avec de la chimie. Nous allons à Bruxelles pour rencontrer Olivier de Scuter, ancien rapporteur spécial aux Nations Unies sur le droit à l'alimentation et juriste spécialisé dans les droits économiques et sociaux. Nous lui demandons pourquoi certains choix de politique agricole commune ont nui à tant d'agriculteurs européens. Nous avons, depuis le début des années 60, la mise en place de la politique agricole commune, une politique qui a eu pour objectif principal d'augmenter la production de volume. Et ceci explique tous les choix qui ont été faits depuis en matière de subventions à la production, en matière d'infrastructures, en matière de logistique. Et il en est résulté que sont sortis gagnants de cet essorage de l'agriculture européenne un petit nombre de grands exploitants agricoles qui sont capables de réaliser des économies d'échelle, de produire pour des grands marchés. Et dans l'intervalle, beaucoup de petites exploitations ont disparu. Et donc il y a une véritable crise dans le monde agricole, avec les petites exploitations agricoles qui ne sont pas compétitives et qui disparaissent à très grand rythme. Nous avons un système alimentaire, des chaînes alimentaires qui, au fond, ont la forme d'un sablier. Un très grand nombre de fermes d'exploitation agricole, un nombre assez petit de grands acheteurs de matières premières, de traders, notamment pour les céréales, le lait par exemple, un nombre assez petit de grandes industries de transformation, Nestlé, Unilever, Danone, etc. Et puis un nombre relativement restreint de supermarchés, de distributeurs. Et puis évidemment un très grand nombre de consommateurs. Donc on a une chaîne de production avec à certains segments de la chaîne, à certains maillons de la chaîne, une très forte concentration de pouvoir économique. Le commerce global des céréales est dominé par une poignée de puissantes sociétés de trading. Les plus grosses de ces sociétés sont souvent désignées sous le sigle ABCD, des initiales de leur nom. Archer Midlands, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus. On estime qu'elle contrôle 70% du marché mondial qui serait aux mains de 4 sociétés seulement. La valeur actuelle du commerce mondial de l'alimentation est de 1 500 milliards de dollars et cela augmente de manière assez significative. La production de pesticides et la propriété des semences sont elles aussi concentrées entre 3 sociétés. Les régulateurs semblent être dans l'impossibilité de mettre des limites à ces oligopoles. Un tel niveau de concentration dans le secteur alimentaire, qui se retrouve entre les mains d'une poignée de sociétés privées, est une menace pour la sécurité alimentaire mondiale. La géopolitique de la nourriture est le domaine d'étude de Jennifer Clapp. Experte en politique alimentaire, elle leur a dédié son dernier livre, intitulé « Food », nourriture. Elle réside au bord du lac de Caume pour une retraite d'écriture.
Il y a une distance croissante dans le système alimentaire mondial. Cela ne se réfère pas seulement à la distance physique que la nourriture parcourt de la ferme à l'assiette, qui est en moyenne de 2500 km. Il y a aussi une distance mentale, parce que nous manquons d'informations sur la manière dont notre nourriture a été produite. Nous avons vu l'industrie alimentaire de la planète se mondialiser de plus en plus. La distance masque le fait que la richesse et le pouvoir se concentrent. Elle masque la façon dont certains acteurs, comme les grandes entreprises agroalimentaires, fixent les règles du jeu de manière à diminuer le pouvoir des consommateurs et celui des producteurs. Le message de l'industrie agroalimentaire, qu'il faut produire toujours plus, est un message extrêmement problématique, parce qu'il conduit à des choix agronomiques, des choix de production à haut usage d'intrants, de pesticides, d'engrais, qui sont très problématiques pour le maintien des écosystèmes. Ces conséquences sont tout à fait ignorées dans ce discours productiviste qui aujourd'hui domine encore dans les médias. Ces choix agronomiques semblent menacer la santé humaine. Les tests montrent que le glyphosate est présent aujourd'hui dans beaucoup d'aliments et de boissons à base de céréales. Le glyphosate jouerait-il un rôle dans l'épidémie d'intolérance au gluten? Thierry Vrain pourrait connaître la réponse. Il est l'ancien chef des biotechnologies à Agriculture Canada, l'organisme responsable des politiques agricoles du pays. Nous le rencontrons lors d'une de ses visites à Paris. Quand je travaillais pour le gouvernement, et j'étais le chef de la structure, je me faisais un devoir d'expliquer aux gens que l'ingénierie génétique est une technologie simple et que cette peur de jouer à Dieu était sans fondement. Puis des études bien faites ont démontré que des rats nourris aux OGM tombaient malades. Et là, je me suis dit, comment est-ce possible? Cette découverte a été le début de la conversion de Thierry Vrain à l'agriculture verte. Il est aujourd'hui l'un des plus réputés lanceurs d'alerte sur les dangers de l'agriculture industrielle, dont il connaît tous les revers. Certains agriculteurs, d'abord en Écosse et au Canada, ont entendu dire qu'on pouvait pulvériser de l'herbicide sur des cultures pas encore mûres. Si vous avez 1000 acres de blé et que l'automne arrive, votre récolte ne mûrira pas. Vous devrez la sécher ou vous en perdrez beaucoup à cause de la moisissure. Et comme le glyphosate est censé n'avoir aucune toxicité, il ne devrait pas y avoir de problème à le vaporiser sur les cultures destinées à l'alimentation. Les cultures sont pulvérisées avec l'herbicide juste avant la moisson, afin de les sécher. Cette pratique assez récente de pulvériser les épis presque mûrs est appelée maturation chimique ou dessiccation. Alarmé par les résultats des études indépendantes publiées partout dans le monde sur le glyphosate, Vrain a commencé à en étudier de près le fonctionnement. En 1974, l'herbicide a été créé et diffusé sous le nom de Roundup. Ce fut un succès instantané. Contrairement à la plupart des herbicides qui tuent une famille de plantes ou quelques familles de plantes, ce produit chimique tue toutes les plantes. Roundup, no root, no weed, no problem. 20 ans plus tard, en 1996, Monsanto fait une nouvelle avancée en modifiant génétiquement les principales cultures pour que le glyphosate ne les endommage pas, mais tue uniquement les mauvaises herbes. Ils ont fabriqué le gène de la résistance dans les plantes. Organismes génétiquement modifiés, OGM. Toutes les principales cultures ont été manipulées pour être résistantes à l'herbicide. Au début, lorsque le glyphosate était utilisé comme herbicide, il y avait une certaine contamination que l'on pourrait qualifier de mineure. Plus tard, en 1996, on a pu pulvériser les cultures OGM elles-mêmes et les récolter 2 ou 3 mois plus tard. Et là, les résidus deviennent majeurs. Mais le pire était encore à venir.
À partir de 2000, si le climat ne permet pas aux cultures de mûrir, on les mûrit artificiellement juste avant la moisson par une pulvérisation d'herbicides qui tue la plante et prive d'eau ses graines. Maintenant, nous ne pulvérisons plus la récolte au début de la saison. Nous pulvérisons la récolte au moment de la moisson. Donc les résidus ne sont plus mineurs ou majeurs, ils sont au maximum. Vous ne pouvez avoir plus de résidus qu'en faisant cela. Le glyphosate est pulvérisé juste avant la moisson sur toutes les céréales, les graines et les légumineuses. Cela concerne au total environ 200 cultures. Les quantités d'herbicides pulvérisés dans le monde à partir de 2000 ont explosé. La dessiccation a donc servi à implanter des cultures dans des climats froids, comme le blé dur utilisé pour les pâtes. En Italie, ce type de traitement avec le glyphosate sur le blé n'est pas autorisé, car il se fait lorsque l'épi est déjà formé. Il est clair qu'une partie du produit se fixe directement à l'intérieur des noyaux, c'est-à-dire des graines. Ce n'est donc pas permis. Par contre, aux États-Unis et au Canada, ce sont des pratiques acceptées. Pourtant, dans aucun pays, les consommateurs ne sont à l'abri de produits contenant des céréales d'importation, provenant de pays où la dessiccation est pratique courante. Selon un document de Monsanto, la dessiccation en Europe n'est pas autorisée dans les pays où le soleil mûrit les cultures, ni en Suisse, en Finlande et en Wallonie. Plus récemment, le Danemark l'a interdite à moins de 30 jours de la récolte, une mesure assez dérisoire. Pire encore, la France interdit officiellement la dessiccation. Mais les agriculteurs peuvent pulvériser leurs champs avec du glyphosate jusqu'à 8 jours avant la moisson, sous prétexte de combattre les mauvaises herbes. L'Allemagne se limite à déconseiller la dessiccation. Partout, les données sur cette pratique scandaleuse sont opaques, comme si c'était l'intérêt de beaucoup de monde qu'elle ne soit pas révélée au grand jour. Le glyphosate est commercialisé par plus de 40 marques aujourd'hui. Et 300 formulations différentes sont disponibles sur le marché européen. Donc les cultures de céréales et de légumineuses en Amérique du Nord et dans de nombreux pays d'Europe et du monde sont pulvérisées juste avant d'être utilisées pour produire de la nourriture. Dans votre miche de pain, le grain peut avoir été récolté il y a 1 mois et il peut être très fortement contaminé par cet herbicide, le glyphosate. Depuis plus de 20 ans, des quantités croissantes de glyphosate sont pulvérisées directement sur 200 cultures, y compris le blé, juste avant la récolte. Aux agriculteurs, on a toujours répété que le glyphosate était sans risque. Ces mêmes années, une multiplication des cas de cœliakie et la montée d'une nouvelle sensibilité au gluten ont été enregistrées. Sommes-nous vraiment sûrs que le glyphosate soit sans risque ? Les scientifiques savent que le seuil qui conduit à la maladie cœliaque se traverse facilement. Et si c'était justement le glyphosate le déclencheur de la maladie ? Le creuset qui garde la balance de notre santé est le microbiome. Et c'est là qu'il faut chercher la réponse. Des milliards de micro-organismes, surtout des bactéries, habitent le corps humain et vivent une vie symbiotique avec nous. Chaque partie du corps a ses propres organismes spéciaux, mais le plus grand nombre d'entre eux se trouvent dans les intestins. Si vous changez de mode de vie au point de changer la composition et le fonctionnement du microbiome, vous pouvez développer la maladie cœliaque. Et cela semble être la seule explication au fait que les gens qui consomment du gluten pendant 50 ans sans problème deviennent intolérants par la suite. Parce que quelque chose d'autre met en mouvement cette prédisposition génétique et la fait évoluer vers une issue clinique. Et ça, c'est le microbiome. Le microbiome est le pianiste qui joue l'air de la santé ou de la maladie. Il détermine l'équilibre de notre corps. Mais le microbiome est extrêmement sensible aux influences extérieures et facilement dérangé. Nous sommes en train d'altérer notre environnement
Par rapport à ce qui était le plan initial d'évolution, si nous revenons à l'idée que nous faisons partie d'un cycle de vie, ce qu'il y a dans le sol, dans l'eau, dans l'air, nous affecte en tant qu'êtres humains et affecte aussi notre microbiome. Sommes-nous surpris de ces épidémies? Je serais surpris davantage si elles n'étaient pas là. Le glyphosate endommage votre microbiome. Votre microbiome est un super organe dont nous commençons à comprendre l'importance pour le corps humain. Il communique et contrôle tous vos organes. Si vous mettez dans votre nourriture une molécule d'antibiotique, cela endommage le microbiome et sa diversité. C'est une immense communauté avec des milliers d'espèces qui vivent ensemble dans notre intestin. Le glyphosate est un antibiotique à large spectre. Quel est l'effet d'un régime antibiotique pris tous les jours à faible dose, et cela dès la naissance? Et voici cette nourriture contaminée partout. C'est ce que vous mangez. Et la diversité de votre microbiome s'en trouve réduite et réduite, jusqu'à ce qu'un jour, l'un de vos organes ne fonctionne plus comme il le devrait. Et vous avez une maladie chronique. Par le biais d'un mécanisme subtil, le glyphosate peut conduire à un sabotage complet de notre organisme. C'est la bouleversante découverte de Stephanie Seneff. Biologiste au MIT et experte en intelligence artificielle, elle a réalisé une méta-analyse de toute la littérature scientifique concernant l'herbicide et a découvert par quel mécanisme il s'insinue littéralement dans toutes les cellules de notre corps. Une découverte importante sur laquelle elle vient d'écrire un livre. Il y a environ 12 ou 13 ans, je me suis inquiétée des taux d'autisme aux États-Unis. Je pensais qu'il devait y avoir un facteur environnemental qui causait l'autisme. Et je voulais comprendre cela. Je crois que j'ai trouvé ce mécanisme. Je pense que le glyphosate agit comme un analogue à l'acide aminé qui code la glycine et qu'il entre par erreur dans les protéines à la place de la glycine. Le glyphosate est un analogue à l'acide aminé. C'est de la glycine avec une petite queue, N-phosphonométhylglycine. Et la machinerie biochimique de la cellule, où les protéines sont fabriquées, ne semble pas faire la différence entre un acide aminé et l'analogue d'acide aminé. De sorte que l'analogue d'acide aminé est incorporé dans les protéines au moment de leur fabrication dans les cellules. Il s'agit d'un mécanisme de toxicité vraiment insidieux et dangereux. Le glyphosate s'accumule dans vos protéines, dans tout votre corps, causant des perturbations. De nombreux problèmes surviennent dans ces protéines lorsque vous remplacez la glycine par du glyphosate. En remplaçant la glycine dans les protéines, le glyphosate peut mener à l'empoisonnement de l'organisme entier. Cela a forcément des conséquences néfastes. Le professeur Seneff a retrouvé une correspondance presque parfaite entre usage du glyphosate et augmentation de la maladie cœliaque. Mais les conséquences pour notre santé ne se limitent pas à cela. Une collègue, Nancy Swanson, a examiné les statistiques de la hausse de certaines maladies et les a comparées à l'utilisation du glyphosate sur les cultures aux États-Unis. Elle a trouvé des corrélations remarquables avec une énorme liste de maladies. Corrélation n'est pas causalité, mais si ce n'est pas le glyphosate, alors qu'est-ce ? Il est choquant de voir une si parfaite correspondance entre la fréquence de ces maladies chroniques et l'augmentation des quantités de glyphosate utilisées. Mais est-ce que les régulateurs se sont alarmés des résultats de ces études? Bien au contraire. Au cours des 20 dernières années, les régulateurs américains ont énormément augmenté les niveaux maximaux de résidus de glyphosate autorisés dans les denrées alimentaires. En Europe, depuis qu'une réglementation commune a été mise en place en 2008, les résidus de glyphosate autorisés dans les céréales, en particulier dans l'orge et le blé, sont de 100 à 200 fois supérieurs aux résidus tolérés dans les légumes. Cependant, ce paradis pour les lobbies de l'agrobusiness commence à se fissurer en 2015, quand le cirque,
Centre international de recherche sur le cancer, classifie le glyphosate comme probable cancérigène pour l'homme. La réglementation applicable en Europe aujourd'hui, c'est qu'un pesticide qui est un cancérigène probable sur l'humain doit être interdit indépendamment de la dose à laquelle on l'utilise, point barre. Avec une réglementation comme ça, si l'évaluation du cirque passe, le glyphosate en Europe, c'est terminé. Quelques mois plus tard, on a l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui aboutit à la conclusion inverse, que le glyphosate ne cause probablement pas le cancer chez les humains. Comment les études des autres agences, soit en Europe, soit aux États-Unis, ont-elles pu aboutir à des résultats opposés à celles de l'étude du cirque? Corporate Europe Observatory, le chien de garde des lobbies basés à Bruxelles, et Génération Future à Paris, ont tenté de comprendre pourquoi. En Europe, l'évaluation d'un produit réglementé, comme le glyphosate, elle est d'abord faite par l'industriel qui le fabrique lui-même. À la différence du cirque, qui a pris en compte toute la littérature scientifique publiée, les agences européennes d'évaluation des risques ont fondé leurs décisions principalement sur des études qui ont été financées ou produites directement par l'industrie. Et les industries qui ont investi beaucoup d'argent sur une substance veulent forcément en obtenir un profit. Alors là, c'est frappant. Selon que vous regardez l'évaluation de la littérature faite par le cirque, on penche très nettement pour un oui. Le glyphosate, même tout seul, est génotoxique, altère l'ADN, etc. Selon que vous regardez les données industrielles, c'est le résultat inverse, c'est non. Étant couvertes par le secret industriel, seules quelques études de l'industrie sont publiées dans des revues scientifiques. Elles ne sont donc pas validées par la communauté scientifique. De plus, contrairement aux études du cirque, les autres études sont à court terme. Elles ne considèrent donc pas les accumulations dans les organismes et se penchent sur le glyphosate seul, pas à ce qui est réellement pulvérisé dans les champs, à savoir des ensembles de composants tout aussi mortifères qui s'ajoutent au glyphosate. Les produits qui contiennent la matière active sont évalués, autorisés au niveau des États membres. Les tests sur la toxicité chronique de l'ensemble ne sont pas faits en Europe, mais non plus dans les États membres. Ce sont des études qui coûtent des millions d'euros. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas réalisé. L'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, qui est en charge de protéger les citoyens européens des risques liés à la chaîne alimentaire, n'a pas accepté notre requête d'interview sur les effets à long terme des résidus de la dessiccation au glyphosate sur les céréales. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce processus de réglementation échoue dans sa mission de protéger la santé publique. Comment croire que des évaluations basées exclusivement sur les données scientifiques fournies par l'agrobusiness peuvent être équitables? Pourquoi des décisions aussi importantes pour la santé de tous ne sont pas soumises au contrôle de scientifiques vraiment indépendants? Pourquoi est-ce que d'habitude, ils n'ont pas besoin de faire du lobbying au niveau politique? C'est parce que le système réglementaire lui-même, en général, produit des décisions dans leur intérêt. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur leurs propres données, parce qu'il est basé parfois sur leurs propres experts, et parce qu'il est aussi basé sur des protocoles qu'ils ont eux-mêmes influencés. C'est indéfendable politiquement. Sauf que c'est la loi. Encore une fois, c'est-à-dire que ça, c'est Snowden qui dit ça très bien, c'est le scandale, c'est ce qui est légal, souvent. Encore une fois, ce sont souvent les lobbyistes qui font la loi. Ou en tout cas qui essayent d'y participer. C'est même à ça qu'ils servent. Ces règles de l'Union européenne consistent littéralement à demander aux loups de protéger la bergerie. Est-il étonnant alors qu'une épidémie de problèmes liés au gluten et de maladies chroniques auto-immunes sévisse dans le monde? Pourquoi les autorités semblent-elles impuissantes à protéger la santé publique? Nous allons à Paris pour poser cette question à l'économiste Jacques Sapir, expert des accords de libre-échange. La raison se trouve dans l'ensemble des normes qui régissent l'Organisation mondiale du commerce, un organisme dont les réglementations sont au-dessus des lois étatiques et de l'Union européenne elle-même.
Admettons qu'un État décide de monter des réglementations de protection de la population, par exemple en pénalisant les producteurs de cigarettes ou en pénalisant les producteurs d'hydrocarbures, ou en mettant des normes, etc. Une société internationale, une société multinationale pourrait attaquer à ce moment-là le gouvernement en disant j'ai fait des investissements dans un certain cadre réglementaire, vous changez le cadre réglementaire, donc vous me faites perdre de l'argent, donc je vous attaque. Donc on voit là, il y a un danger extrêmement évident en matière de libre choix souverain d'instaurer de nouvelles normes sanitaires qui évidemment ne plaisent pas aux sociétés multinationales pour qui évidemment seul compte le profit. Mais les décisions de l'OMC doivent être prises à l'unanimité, ce qui conduit vite à la paralysie. En réalité, l'OMC est paralysé depuis maintenant, grosso modo, une dizaine d'années, ce qui a suscité de nouveaux accords, et des accords qui sont plutôt des accords de zone géographique, qui visent logiquement à remplacer l'OMC. Le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, est l'un de ces nouveaux traités. Notre demande d'interview étant refusée par l'équipe du néo-commissaire européen à l'agriculture, nous décidons de chercher des informations sur le site web officiel. It is the most modern and advanced trade agreement ever made, actually. And it opens up fantastic possibilities for entrepreneurs and companies and consumers in Europe, but also in Canada. And it strengthens, of course, the very tight friendship and alliance we have with our Canadian friends. Ce traité contient aussi des dispositions qui protègent les investissements des sociétés multinationales contre l'application de lois strictes en matière de sécurité alimentaire. Ces accords, ils portent très peu sur les droits de douane parce que les droits de douane sont déjà relativement faibles du fait de l'OMC. Mais ils portent sur ce qu'on appelle les barrières dites non tarifaires. De quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement des réglementations qui existent dans chaque pays ou dans chaque groupe de pays pour protéger la population. Et à partir de là, évidemment, on considère dans les sociétés multinationales qu'il s'agit de formes de protectionnisme. Il y a un autre exemple qui peut se donner, par exemple, sur l'emploi de certains engrais ou au contraire la réduction de l'emploi de certains engrais. Alors, voilà, il y a le cas du glyphosate qui est soulevé en particulier en France et puis dans d'autres pays européens, qui pose d'ailleurs un véritable problème parce que les paysans eux-mêmes disent « mais on ne peut pas arrêter de produire du glyphosate ». Bah si, je pense qu'on peut tout à fait imposer une sortie du glyphosate à relativement court terme, mais il faut dire à ce moment-là qu'il faut interdire l'entrée aux produits qui ne respecteraient pas cette réglementation. Et c'est là que les sociétés multinationales disent « Ah non, 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 vous faites ce que vous voulez, mais nous, on veut toujours avoir le droit de vous vendre des produits qui contiennent du glyphosate. » Évidemment, cela ne peut pas marcher. Et donc là, on voit qu'il y a un conflit très net et très immédiat entre les demandes des consommateurs qui, en réalité, demandent de plus en plus de sécurité, de plus en plus de qualité sur les produits agroalimentaires et la volonté des entreprises multinationales qui est, au contraire, de démanteler l'ensemble des protections dites non tarifaires. L'instrument dont les consommateurs ont besoin pour se protéger est une traçabilité complète de la chaîne de transformation des aliments. Mais les lois en matière d'étiquetage ne rendent pas obligatoire l'indication de provenance des matières premières. Ce n'est pas une omission insignifiante dans l'information des consommateurs. Au contraire, si un pays essaie d'introduire des normes plus sévères, il peut être menacé d'un recours au tribunal de l'OMC. C'est ce que le Canada a fait lorsque l'Italie avait introduit à titre d'expérimentation l'indication de la provenance du blé dur sur les paquets de pâtes. Le processus démocratique de l'Union européenne exige que le CETA soit ratifié par les 27 États membres pour pouvoir entrer en vigueur. La démocratie prend du temps et le business ne peut pas attendre. Alors, en 2017,
la Commission européenne a approuvé le traité, mais seulement de façon provisoire. Et les échanges avec le Canada ont pu commencer. Soumis à des accords de libre-échange comme le CETA, les consommateurs se retrouvent de plus en plus seuls pour protéger leur santé. Sommes-nous sûrs d'avoir les bons instruments? Nous constatons une consommation très élevée d'aliments ultra transformés, des aliments qui contiennent de multiples ingrédients et qui transitent par le système alimentaire mondial. Ces ingrédients sont de plus en plus souvent échangés dans des chaînes d'approvisionnement mondiales complexes. Et notre ignorance sur l'origine de ces aliments augmente, car il est vraiment très difficile d'obtenir des informations sur la façon dont ils sont produits, quels en sont les coûts sociaux et écologiques. La distance, l'ultra-transformation et le manque d'informations sur nos aliments se traduisent par une mauvaise nutrition. De plus en plus, notre régime alimentaire est uniforme et très peu varié, composé par exemple principalement d'amidon et de céréales. Nous assistons donc à une augmentation des carences en micronutriments et cela peut être vraiment débilitant. Environ 2 milliards de personnes souffrent de ce type de carence en micronutriments. À Boston, nous rencontrons l'auteur de dizaines de livres sur les rapports entre manque de nourriture et crise de la démocratie, ou sur l'agriculture et ses impacts sur la planète. Ce que nous devons comprendre est le fait que manger et se nourrir sont des actions de plus en plus éloignées aujourd'hui. On pensait « Oh, je mange assez, donc je vais être en bonne santé ». Mais c'est de moins en moins vrai. Car la nourriture transformée contient de plus en plus d'ingrédients qui ne sont pas bons pour nous. C'est ce qui est tragique. Le glyphosate pourrait être une des causes du manque de micronutriments dans les aliments. Le glyphosate est très efficace pour se lier aux métaux, en particulier au zinc, au fer, au manganèse, au magnésium et au cobalt. Ce sont tous des micronutriments très importants, des minéraux essentiels au fonctionnement de nos cellules. Étant un déminéralisateur, le glyphosate rend indisponibles des métaux précieux pour notre organisme. Pour les patients cœliaques, la carence en micronutriments est une préoccupation en soi, accentuée quand ils consomment des aliments ultra transformés. Depuis que le gluten a pris sur lui toute la responsabilité des intolérances, l'industrie alimentaire a créé le secteur incroyablement rentable des produits sans gluten. C'est ainsi que le capitalisme fonctionne. Il crée un problème, et plutôt que de le résoudre, il crée un nouveau business pour résoudre le problème, a dit le journaliste américain Michael Pollan. Ce secteur d'activité qui chiffre plusieurs milliards de dollars est en plein essor. Les consommateurs semblent être pris dans un cercle vicieux. Manger de la nourriture industrielle, tomber malade, puis être amené à consommer une autre nourriture industrielle de surcroît extrêmement chère. Nous allons visiter le QG du Dr Char, un leader mondial du secteur sans gluten, pour comprendre pourquoi ces produits coûtent si cher. Les produits sans gluten, et Char ne fait pas exception, ont un niveau de prix complètement différent des prix standards. Cela vient du fait que nous accordons beaucoup d'attention aux matières premières, au contrôle de la qualité, et que la taille des lots que nous produisons ne représente qu'une fraction de ce que produisent les géants de l'industrie alimentaire. Cela entraîne bien sûr des coûts qui doivent être supportés. Mais ces coûts donnent ensuite à la recherche une opportunité importante de préparer l'avenir. Les aliments sans gluten sont des produits de niche spécialement conçus, comme les médicaments, pour répondre à des besoins particuliers. Pourtant, selon un rapport récent, la taille du marché mondial des produits sans gluten devrait atteindre 36 milliards d'euros en 2027, avec une croissance annuelle de 9,2%. La mouvance du sans gluten est devenue une tendance, une sorte de mode ces dernières années. Bien sûr, cela nous a très bien servi en termes de vente, mais c'était un peu problématique du point de vue de notre travail.
Nous avons toujours visé des produits spécifiques et maintenant nous devons satisfaire des facteurs plus émotionnels. Si vous approfondissez la raison pour laquelle ces personnes se tournent vers le sans gluten, et cela a fait l'objet d'un sondage, la moitié d'entre elles diraient « Je mange sans gluten parce que c'est plus sain ». Mais si vous n'êtes pas atteint de la maladie cœliaque, est-ce que manger des produits sans gluten est vraiment plus sain? Manger sans gluten n'a pas Dieu sait quel impact, car le gluten, d'un point de vue nutritif, est inutile. Vous pouvez vous en passer, mais vous éliminez aussi vitamines, fibres, minéraux qui sont très importants pour notre santé. L'amidon est un substitut fréquent de la farine et un ingrédient clé dans de nombreux produits industriels sans gluten. Les amidons ne contiennent presque aucun ingrédient nutritif, mais beaucoup de calories. Le véritable défi des produits sans gluten est le manque de nutriments et de fibres. Des études ont montré que les régimes sans gluten sont pauvres en fibres. Les micronutriments sont également faibles, en particulier la vitamine D, la vitamine B12 et l'acide folique, en plus de minéraux tels que le fer, le zinc, le magnésium et le calcium. Quelle est donc la meilleure alimentation pour les personnes sensibles au gluten ou cœliaques? Le Père éternel, par sa grâce, nous a donné une grande majorité d'aliments sans gluten. Le cœliaque peut manger tout le riz qu'il veut, tout le maïs qu'il veut, toutes les légumineuses qu'il veut, tous les légumes qu'il veut, tous les plats qu'il veut, tout ce qui existe. Des pommes de terre et tout. Il n'a pas besoin de manger de la farine de blé. Par conséquent, les aliments naturels sans gluten sont la véritable thérapie de la maladie cœliaque. Qu'en est-il de ceux qui mangent sans gluten parce qu'ils veulent perdre du poids? C'est une proposition risible. En particulier si vous abusez de substituts sans gluten de produits comme les pâtes, les pizzas, les biscuits, etc. Ils ont tendance à être hypercaloriques par rapport à leurs homologues contenant du gluten. Le sans gluten a un rôle à jouer lorsque les symptômes de la maladie cœliaque ne disparaissent pas. Lorsque des personnes cœliaques souhaitent manger du pain, une pizza ou un plat de pâtes pour ne pas se sentir différent dans une société dont les produits de base sont souvent à base de blé. Je suis heureux d'avoir dit d'emblée au sein de l'entreprise, le sans gluten n'est pas une mode. Nous avons des besoins réels à satisfaire. Les aliments produits et transformés par l'industrie sont pauvres en nutriments et parfois toxiques, et mettent en danger la planète et notre propre santé. Un changement radical de paradigme agricole semble s'imposer. Mais une agriculture sans chimie peut-elle vraiment être une alternative ? Nous avons des systèmes agricoles alternatifs qui peuvent résoudre les plus gros problèmes liés au modèle de production industrielle. Le plus important, c'est l'agroécologie. L'avantage de ce système, c'est qu'il ne se base pas sur des intrants chimiques contrôlés par une poignée d'entreprises. L'agroécologie, au contraire, est beaucoup plus naturelle, plus variée. Elle n'est pas basée sur une monoculture, mais sur une production beaucoup plus diverse, qui non seulement préserve la diversité nutritionnelle, mais aussi celle des paysages. Et cela est aussi important pour la préservation de la biodiversité de la faune. L'agriculture biologique peut-elle nourrir la planète? Je dis oui, je suis sûr qu'elle peut le faire. Mais beaucoup de choses doivent changer. Le système de production doit être changé, toute la filière doit être modifiée. Nous devons exiger une modification des systèmes alimentaires. Des rendements moins élevés, mais une valeur nutritive plus élevée. Lee Rossi et l'association qu'il dirige, Simenza, ont fait revivre des variétés anciennes de blé sicilien. Des études sont en train de prouver que ces variétés anciennes, cultivées sans herbicides, ont un impact bénéfique sur la digestion, même chez les sujets plus sensibles. Depuis une quinzaine d'années, nous avons repris la culture de ces variétés et créé la notion d'agriculteur semencier, qui soigne une variété ancienne et la réintroduit. On rédige un cahier des charges pour la cultiver dans d'autres fermes et ensuite pour la transformer en farine, puis en pain, pâtes, biscuits.
Tout un système d'entreprises se crée autour de ces blés anciens. Et une nouvelle économie est en train de s'inventer. En Wallonie aussi, la dessiccation est interdite. Une organisation indépendante diffuse des informations et des modèles de travail alternatifs pour l'agriculture, créant de nouvelles relations. Nature et Progrès développe ici en Wallonie une campagne Wallonie sans pesticides. Les pesticides, c'est vraiment le passé. On doit aller vers le zéro pesticide. Donc en agriculture biologique, on travaille plus avec la nature, avec les animaux, avec les végétaux, que contre en fait. Marc nous emmène visiter une ferme qui cultive des céréales biologiques. Elle est le premier maillon d'une filière locale allant de la production d'orge biologique à la consommation de bière. Voilà, ici on peut voir qu'en agriculture biologique, on doit quand même être sérieusement équipé. L'agriculture bio a besoin de modernité. On est sur des grandes parcelles, on veut nourrir beaucoup de monde. Alors ça c'est une hersétrie, c'est une machine qui nous permet de désherber les champs, donc de lutter contre les mauvaises herbes dans les champs. C'est un peu notre herbicide, qui est le pesticide qui permet de lutter contre les mauvaises herbes dans les champs. Pas besoin d'engrais chimiques. Donc sur ce champ, pour le moment, on est en train de cultiver un interculture, un engrais vert. Il faut savoir qu'avant de nourrir les hommes, pour bien nourrir les hommes, on doit bien nourrir notre sol. Pas de dessiccation sur leur récolte d'orge. Ils allient de bonnes pratiques agronomiques à une aide mécanique. Ici, on est vraiment dans une ferme modèle à ce niveau-là, puisque c'est une ferme qui produit des légumes, des céréales, un élevage de poules, élevage de porcs, élevage de bovins, un magasin, un restaurant, associé à une brasserie. C'est-à-dire que tous les produits sont transformés et vendus directement aux consommateurs. Parce que pour Nature et Progrès, l'aliment doit rester un lien entre deux personnes, le producteur et le consommateur. Ce que nous voyons, ce sont toutes les étapes de la fabrication de la bière biologique. De la macération de l'orge et du blé au liquide doré. Pour nous, ça n'a pas de sens que les matières premières fassent d'aussi grands déplacements, donc parcourent des milliers de kilomètres pour arriver ici, alors qu'on peut très bien les produire ici. Historiquement, on produisait de l'orge brassicole en Belgique, on produisait du houblon, on est vraiment au bon endroit pour ça, donc nous on pense que c'est important de favoriser le retour de ces cultures et de la production de ce type de matières premières ici. Ça, c'est notre vocation. Près de Bologne, Poder et Santa Croce couvrent tout le processus du champ à l'assiette, avec des méthodes de culture durables qui offrent des produits au goût et aux qualités nutritives irréprochables. Il y a 20 ans, je suis passé de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, à cause d'un événement. Ma fille, qui a 20 ans aujourd'hui, était petite et jouait dans le jardin. J'étais sur mon tracteur en train de pulvériser de l'herbicide sur mon champ et je l'avais en ligne de mire. Ça m'a bouleversé. J'étais en train d'empoisonner la génération future. Puis j'ai transformé la ferme en un organisme vivant, en un cycle fermé multifonctionnel. Le tout centré sur le restaurant et les chambres d'hôtes. J'accueille des gens le week-end et 70% des produits proviennent de ma ferme. Andrea collabore avec l'Université de Bologne. Les agriculteurs se sont associés dans cette entreprise collective appelée Virgo. Virgo produit ce blé particulier qui est né d'une série de croisements avec des variétés anciennes. Nous avons donc créé une nouvelle variété de blé. Les agriculteurs décident également du prix de vente dans un esprit de fraternité et non de concurrence. Ensuite, ils produisent de la farine. Ils viennent moudre leurs grains ici, chez Andrea. Le problème, c'est que l'agroécologie n'a pas le soutien économique dont bénéficie le système agricole dominant. Et comme elle n'est pas profitable aux multinationales, elle aura très peu d'appui. L'enjeu essentiel aujourd'hui, c'est de réformer la politique agricole commune de manière à ce que les subventions qui vont aux agriculteurs, aux agricultrices, et c'est un montant très considérable, 58 milliards d'euros par an, soient réorientées vers des pratiques agroécologiques qui créent de l'emploi dans l'agriculture et qui soient beaucoup plus soutenables, durables,
permettant aux sols de maintenir leur santé et permettant une alimentation plus équilibrée pour la population européenne. Une nourriture saine pourrait-elle enrayer l'augmentation d'intolérance au gluten? Si ce sont nos bons microbes qui maintiennent l'équilibre de notre santé, que pouvons-nous faire pour les garder en bon état? Vous mangez 3 ou 4 fois par jour. Et c'est de loin l'élément le plus impactant qui peut changer la composition et la fonction de nos microbes. Ils mangent ce que nous mangeons. Si nous voulons retracer l'évolution, que mangions-nous dans le passé? Beaucoup de fruits et de légumes. Pourquoi? Parce qu'ils ne courent pas. Vous les cueillez simplement. Très peu de viande, parce que vous devez l'attraper, et c'est de la viande maigre. Un peu de poisson, de l'huile d'olive. Je décris en fait le régime méditerranéen. Et est-ce que nous mangeons de cette façon? Non, certainement pas. Alors, la première chose, c'est on achète en matière première. Dans 99,9% des cas, ce sont des produits issus de l'agriculture biologique. Pourquoi? Parce que pour que les produits aient du goût, il ne faut pas qu'il y ait de compromis sur le mode de culture, d'élevage. Donc, braves gens qui continuent à manger du pain et des croissants, arrêtez de manger n'importe où et n'importe comment. Vérifiez ce qu'il y a dans vos assiettes. En l'occurrence, pour tout ce qui touche à la farine, si ce n'est pas bio, vous n'y touchez pas. Vous n'y touchez même pas. Comme le dit l'adage, les aliments peuvent se transformer en médicaments. Les aliments qui contiennent du gluten ne sont pas du poison. S'ils le sont devenus, c'est en raison de l'industrialisation de l'agriculture et de l'influence des grands groupes sur les régulateurs. Mais le travail de sensibilisation des associations est en train de porter ses fruits. Des multinationales du secteur alimentaire ont récemment annoncé qu'elles ne vont plus acheter de céréales soumises à dessiccation. Et à partir de 2022, les données que l'EFSA reçoit des industries seront publiées. Et malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir que ce soit par exemple des scientifiques indépendants qui fassent les études. On n'a pas réussi à faire en sorte que ce soit l'EFSA qui en commande la production et l'interprétation, par exemple, ce qu'on aurait largement préféré. Voilà. Bon. En tout cas, mais sur la question de la transparence des données, on a gagné ça. Bon, c'est très important, ça ne suffit pas. En parallèle, des millions de fermiers et d'artisans sont en train d'unir leurs forces pour créer des filières alimentaires courtes qui produisent de la nourriture locale plus saine. Des marchés de produits locaux apparaissent un peu partout. Certes, la malbouffe est bon marché, mais au prix de répercussions toxiques sur l'environnement et notre santé. Notre pouvoir réside dans notre capacité de choisir. Plus nous achetons d'aliments sains, plus nous participons à construire le monde que nous voulons.